Bonjour. En 2013, un musicien et un mélomane que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Neil Young, ça dit quelque chose, certains parmi vous, Harvest et d'autres albums, s'est dit c'est dommage aujourd'hui où on a les technologies à leur sommet, d'écouter de la musique dans un format aussi dégradé que le MP3. Déjà, le CD c'était pas génial, mais aujourd'hui, on peut avec ces technologies-là directement prendre le son à la sortie du studio et le faire écouter au public comme l'artiste l'avait imaginé. Donc il se dit, la seule chose qui nous manque, c'est un petit lecteur capable de lire ce format-là, et comme ça on pourra révolutionner le monde de la musique. Il en parle dans sa biographie, il en parle autour de lui, il en parle à un certain nombre d'artistes, et la plupart lui disent, écoute, c'est compliqué, parce que je ne décide pas, le distributeur, l'opérateur de ma distribution, c'est la major. Alors il va voir les majors qui lui disent, bon, c'est super, mais on est en crise totale, on sait pas vraiment ce qu'on va gagner avec ton histoire, on sait surtout ce qu'on va perdre. On va voir plutôt une banque. Donc il va voir l'opérateur de financement traditionnel, qui est la banque, et la banque lui dit, écoutez, en face de vous, vous avez un géant qui s'appelle Apple, et ce géant, il a déjà un lecteur, il a déjà un format, il a déjà une plateforme qui s'appelle iTunes pour distribuer ces formats-là. Donc il se dit, dans ce système-là, je suis mort-né, je vais plutôt essayer une autre approche qui est de parler directement à mon public, directement à la communauté des gens qui pensent que, comme moi, ce serait sympa d'écouter la musique dans un format qu'on appelle FLAC ou lossless, c'est-à-dire directement sorti de studio. Et du coup, il va sur une plateforme de financement participatif et il dit « J'ai besoin de quelques centaines de milliers de dollars et d'un engagement de votre part, donc que vous préachetiez un lecteur pour que je puisse avoir assez de financement pour avoir une pré-série et du coup lancer le produit. » Quelques mois plus tard, ou plutôt quelques semaines plus tard, il récolte 6 millions de dollars et arrive sur le marché 9 mois plus tard exactement, c'est assez rigolo, ce fameux lecteur que j'ai là, qui s'appelle le Pono, hein, pour prouver que ça existe vraiment, et qui est capable de lire cette musique. On est des milliers à l'avoir, des milliers à partager de la musique sur ce format-là, et plein de groupes, dont Beck, que vous connaissez peut-être, voilà, ont soutenu a posteriori le projet, voyant l'ampleur que ça prenait. Cet objet est sorti un jour assez symbolique, c'est le jour où justement Apple a sorti son lecteur du marché. C'était en octobre de l'année dernière, et à la sortie de l'iPhone 6, il s'est dit, bon, l'iPod c'était pas mal, maintenant c'est fini, je le sors, et le même jour sort ce format-là, ce qui, dans la symbolique économique, était assez intéressante, ça voulait dire que l'opérateur traditionnel, avec son financement traditionnel, son mode de travail traditionnel, laissait un peu la place à cette nouvelle économie-là. Pour moi, et pour beaucoup, c'était aussi l'avènement de ce qu'on appelle le crowd. Alors, le crowd, c'est un mot anglais qui veut dire la foule ou la communauté, et il se manifeste dans plein d'aspects de la chaîne de valeur. Là, on a parlé du financement, mais quand on pense à Wikipédia ou à Sun, qui est une plateforme d'information sur l'innovation, tout le contenu est crowdsourcé. C'est-à-dire que c'est une communauté qui, autour de ce projet, décide de partager de l'information. L'open innovation, c'est un peu la même chose, mais au niveau des idées et des projets. On va partager ses plans et co-construire. Le financement participatif, on en a parlé. Ensuite, il faut en parler de ces innovations-là, une fois qu'elles sont sorties. Et en général, la communication horizontale via les réseaux sociaux va plus vite que la communication verticale des grands médias. D'ailleurs, c'est assez rigolo de voir aujourd'hui de grands médias qui citent souvent Twitter ou Facebook pour appuyer leurs propos. Et enfin, dans la distribution, si on continue la chaîne de valeur, vous observez de plus en plus de marketplaces qui sont, comme leur nom l'indique, des places de marché où une communauté de vendeurs, une communauté de prestataires va se présenter au public via une plateforme qui va juste faire la mise en relation entre une communauté de vendeurs et une communauté d'acheteurs. Enfin, en bout de cycle, au niveau de la consommation, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de consommation dite collaborative ou crowd buying, c'est-à-dire qu'on va acheter à plusieurs pour partager, ou une fois que j'ai acheté, je vais consommer à plusieurs via l'allocation. Tout ce qui est commun à tous ces systèmes de crowd, c'est leur horizontalité. Quand on a vu dans l'exemple précédent que des opérateurs verticaux décidaient parce qu'ils centralisaient à eux seuls le capital financier et le capital humain, là on est dans un système inverse, très horizontal, où chacun est à la fois un peu consommateur, producteur, distributeur, communicant. Ensuite, ils sont plutôt agiles. Agiles pourquoi? Parce qu'ils fonctionnent exactement comme les machines dans le web, et le web est plus performant qu'un ordinateur central, et surtout plus adaptatif à différents projets. On peut en tester plusieurs, on peut voir évoluer les choses en direct, au lieu d'avoir un grand plan, une grande décision centrale. Enfin, ils sont plutôt fédérateurs, dans le sens où les gens, ils n'ont pas un rôle dans une organisation. Ils ont un rôle à jouer pour un projet. Et ce projet, sans ça, potentiellement, il ne serait pas réalisé. Quelques exemples de ces plateformes collaboratives dans tous les domaines. Kickstarter pour le financement, c'est ce qu'a utilisé Neil Young dans l'exemple précédent. Amazon pour la distribution. Alors, Amazon, on s'est dit, bon,
qu'est-ce qu'ils ont à faire dans le crowd? Il faut savoir qu'aujourd'hui, plus de 50% des unités vendues par Amazon sont vendues via leur marketplace, c'est-à-dire d'autres marchands qui utilisent le trafic d'Amazon pour vendre directement à leur public. Donc Amazon joue de plus en plus ce rôle d'interface, ce rôle de plateforme, et plus vraiment le rôle d'un opérateur central. Dans les transports aussi, alors on parle beaucoup de Blablacar ou d'Uber. Uber, c'est aussi du crowd. Uber, c'est une marketplace de différents chauffeurs qui proposent leurs services à une clientèle qui a besoin de se déplacer. Et enfin, dans le domaine de la banque, avec Lending Club, que vous connaissez peut-être, qui a été fondé par un petit Français aux États-Unis, qui a très rapidement une part très importante du crédit, mais c'est un crédit assez particulier, vu qu'il est de particulier à particulier, sans passer par une banque. Beaucoup de banques ont voulu le racheter. Aujourd'hui, ironie du sort, à peu près à la même époque que la sortie du Pono, il s'est introduit au Nasdaq et il commence à peser dans le monde de la banque traditionnelle comme un acteur du crowd. Alors, tous ces exemples sont un tout petit peu polémiques, parce que vous avez peut-être souvenir du clash entre Uber et les taxis, entre Airbnb et les chaînes hôtelières, même entre le système bancaire et le système de crowdfunding. Ce qui est aussi un symbole d'une friction dans le passage d'un modèle à un autre, dans la coexistence de deux modèles qui se connaissent encore peu. Et on peut se demander jusqu'où va aller l'émergence de cette économie une fois qu'on l'a bien identifiée. Et d'après certains économistes comme Rifkin, on va arriver à du 50-50 d'ici 2050, ça tombe bien, c'est-à-dire à la coexistence d'une économie verticale traditionnelle avec une économie horizontale et collaborative. Pourquoi ça va si vite? Parce que c'est basé sur la co-construction. Il n'y a pas vraiment besoin d'une grande planification, pas vraiment besoin de réunir énormément de moyens au préalable. Ça s'auto-organise très rapidement et les gens prennent part volontiers à ces projets. Il y a aussi un élan de démocratisation derrière ces modèles-là, parce que ce n'est pas quelques monopoles qui décident, mais c'est chacun à son échelle qui décide. Ce n'est pas vraiment utopique, c'est une réalité. Et cette démocratisation qu'on attendait peut-être de la sphère politique, finalement, on la retrouve assez bizarrement dans la sphère économique, mais c'est le cas, et pas mal de sociologues l'analysent de ce point de vue-là, en disant voilà, il y a un nouveau souffle en Occident de démocratie qui passe par le marché à travers ces dispositifs. Et enfin, ça ira vite aussi parce que les grands acteurs commencent à jouer le jeu. On peut penser à Orange avec Imagine with Orange, qui est une plateforme de co-création entre directement les clients et les ingénieurs d'Orange. On peut penser à AXA aussi, qui commence à proposer des produits d'assurance et de caution pour les plateformes de crowdfunding. Donc on voit que les grands s'y intéressent, et même les régulateurs s'y intéressent, parce qu'il a compris qu'il y avait une création de valeur importante là-dessus. À titre d'exemple, on peut parler de l'AMF, qui a commencé à donner un statut particulier à tous ces opérateurs de marché en finance participative. Alors, qu'est-ce qui va se passer en 2050 ? On ne sait pas encore vraiment, mais on en a pas mal de signes aujourd'hui. Moi-même, comme on le disait en introduction, j'ai une formation très orthodoxe d'un point de vue économique à l'ENSAE. Je pense que le modèle traditionnel fonctionne très bien, mais pour l'avoir vécu de l'intérieur et pour le voir au quotidien, via mon entreprise Sun Sun Sun, via les autres collègues avec qui on travaille, les grands groupes ou notre consommation du quotidien, mon lecteur de musique, ma montre, la voiture que j'emprunte, l'appartement que j'occupe, tout ça vient du crowd, et souvent on fait du crowd sans le savoir. Ben, si on a ce prisme de lecture-là et qu'on voit la puissance du crowd dans notre économie, on peut espérer qu'au-delà des petites rivalités qu'il peut y avoir avec l'économie traditionnelle, ben, très rapidement, on voit des sources de valeur importantes là-dedans, des sources de croissance qu'on n'avait pas forcément attendues, mais qui viendront du crowd. Et ce serait une croissance qui, potentiellement, serait plus rapide, plus sereine et aussi, je l'espère, plus redistributive. Voilà, j'espère vous avoir un petit peu convaincu de la puissance du crowd. Merci beaucoup.